Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Bonjour Carole et bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Ambeline. Je suis très heureuse de te retrouver. On peut dire aux auditeurs qu'on s'est parlé il y a plusieurs mois en avant et donc ça me fait plaisir de te retrouver pour faire cette interview et donc savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Oui, c'est un plaisir partagé. On va, avant de plonger dans les sujets qu'on aimerait aborder aujourd'hui, qui sont autour de la notion d'entrepreneuriat social et altruiste, tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement ? Alors là, je suis chez moi, attablée à mon petit bureau, en face d'une fenêtre dont la vue donne directement sur la Marne. Voilà. Avec le ciel bleu, voilà, très feng shui. Très fâché. Et donc, tu es en région parisienne, pour ceux qui... À Nogent-sur-Marne, voilà, justement sur les bords de Marne, juste à côté de Paris. Donc voilà, dans un cadre assez idyllique, je dois le dire. Magnifique. Dès qu'il y a de l'eau, ça voilà. chauffe. Surtout de l'eau qui bouge. Bah voilà, moi c'est ça, c'est l'eau. Ouais, exactement. Donc tu vois, j'ai bien mis mon bureau. En plus, je l'ai situé pour qu'il soit juste en face de de ce cadre dans cette fenêtre, que je puisse la sentir et puis recevoir ses bénéfices, quoi. Exactement. Alors, ma chère Carole, ma chère, pour que les auditeurs te connaissent, donc tu as fait des études en ethnologie avec une spécialisation dans l'action humanitaire et la solidarité internationale. Tu pars t'installer vraiment en Chine en 2004, mais en fait, à l'âge de 10 ans déjà, tu ressentais l'appel de la Chine. Donc en 2004, tu pars t'installer là-bas avec tes valises et tu y restes pendant 18 ans. Là-bas, tu cofondes une entreprise qui s'appelle Global Nomad, qui est axée sur la promotion et le développement de l'entrepreneuriat social dans les régions tibétaines de Chine. Ça, c'est fascinant et j'ai hâte que tu nous en parles. Tu travailles aussi en tant que consultante en management interculturel et en communication sur des projets culturels, touristiques, environnementaux. Tu reviens en France en 2018. Je pense que c'était le bon moment. Oui, et de la chance. Et donc, tu rentres en France et tu as créé le Monde de Beau. Vous êtes 3 associés. Le Monde de Beau, sa mission, c'est de la médiation interculturelle pour faciliter et promouvoir des liens prospères entre les acteurs économiques français et chinois. Exactement. Alors, aujourd'hui, je voudrais préciser aussi que tu es maman solo. Oui. Donc, chapeau bas, madame. Maman solo, entrepreneur, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Donc, c'est le Monde de Beau la semaine et le week-end, tu continues avec un job salarié. Oui. Donc, en fait, tu bosses tout le temps. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, j'aimerais, dans cet épisode, que tu nous racontes notamment cet entrepreneuriat social et humanitaire, en fait, ton expérience d'avoir accompagné des entrepreneurs dans la région tibétaine de Chine. Et puis, peut-être aussi que nos auditeurs
repartent de cette conversation avec des idées ou des perspectives pour élever leur entreprise peut-être plus à un modèle altruiste. Et toi, ton intention pour les auditeurs, c'est qu'il est essentiel de suivre son instinct et de croire en soi, et pas le simple adage de quand on veut, on peut. Oui. Alors, par quoi t'aimerais commencer, Carole? Mon Dieu, je ne sais pas. Peut-être par le commencement, en fait. Je crois d'essayer de chercher un petit peu le fil rouge de tout ça. Même si je dis qu'il n'y a pas trop fil rouge, je pense c'est au bout de certaines expériences qu'on se rend compte que oui, il y a un point commun à tout ce qu'on fait. Et justement, après plusieurs années, quand on est dans la réflexion, on commence à se demander, mais tiens, pourquoi finalement, pourquoi je fais ça? Quel est mon objectif? Quel est le sens que je donne à toutes mes actions? Et je pense que ce qui se voit notamment à travers le parcours, c'est tout ce qui est l'intérêt envers l'humain. Tu vois, ça commence avec les études d'ethnologie, déjà. Après, des études en développement humanitaire. Et puis, l'entrepreneuriat social aussi, qui est basé autour de la figure de l'entrepreneur lui-même, dans le sens où il monte son business parce que il répond à un problème sociétal qu'il a pu analyser. Donc, tu vois encore la personne, l'humain. Et puis finir sur Beau, qui est en fait finalement la volonté de pouvoir faire que deux univers, deux cultures puissent se rencontrer. Oui, et puis, enfin, c'est l'humain. Le fil rouge, c'est l'humain, mais c'est l'humain dans des situations extrêmes, tu vois, dans le sens où, a priori, il y aurait des difficultés à se comprendre ou à créer le lien. Et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu crées le lien et tu facilites ce lien et tu rends prospère ce lien malgré les différences. Et peut-être même grâce aux différences. Oui, ou grâce aux similitudes, hein. C'est peut-être une autre approche de voir la rencontre, au lieu de s'arrêter sur les différences, de se concentrer, comme beaucoup le disent d'ailleurs, hein, sur les similitudes. Et je pense que j'en ai quand même pas mal souffert parce que le fait d'avoir vécu en Chine si longtemps, tu vois, pendant plus de 15 ans, en fait, je me suis toujours trouvée un petit peu au milieu, tu vois, j'étais dans le pays du milieu, mais ma situation aussi, c'était un milieu tout le temps, où j'étais un petit peu tiraillée entre deux cultures. Et si tu veux, j'étais le témoin de toutes les incompréhensions de l'une envers l'autre. Là, je suis en train de personnifier les cultures, hein, parce que les cultures, ce sont des gens, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'étais toujours tiraillée entre cette espèce d'incompréhension et je me trouvais au milieu. Et je trouvais ça dommage que finalement, sur des préjugés, des croyances, d'ailleurs infondées, qu'on puisse passer finalement à côté de quelque chose. Et comme j'étais aussi partie intégrante de ces deux cultures, en fait, si tu veux, il y avait une espèce de frustration de se dire mince, mais c'est dommage finalement de passer à côté de tellement de belles choses, quoi. Ouais, mais tu sais, j'ai comme l'impression que ce sentiment d'être tiraillé, c'est tellement commun chez les femmes. Ça me fait aussi penser, tu vois, à l'enfant du divorce qui est un peu tiraillé entre... Bah ouais, alors qu'on peut... ouais. Donc oui, cette sensation d'être tiraillé, comme moi, tu vois, j'ai l'impression d'être tiraillée entre deux mondes, entre différents niveaux de conscience, entre la croissance spirituelle et la croissance financière. Et je partage complètement ta vision qu'en fait, il faut aller regarder ce qui réunit. Ce qui réunit ou ce qui relie, en fait. Qui relie, ouais. Et puis ce qu'on peut créer aussi de nouveau à travers ça, hein, tu vois, parce que c'est pas une question de... En fait, c'est une peur aussi, je pense, de savoir. On croit que en se mélangeant, forcément, on perd de soi, on perd tu vois, on perd quelque chose au profit de l'autre, qu'on fait forcément un compromis. D'ailleurs, les compromis, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les compromis, mais je me suis rendu compte que c'est pas tant une question de perdre quelque chose que dans la rencontre de garder l'essentiel et finalement de pouvoir l'ouvrir
à l'essentiel de l'autre et puis faire que cette rencontre, elle donne naissance à quelque chose de nouveau. Ça, c'est hyper puissant ce que tu viens de dire. Je me le suis surligné et je vais le répéter pour nos auditeurs. Au lieu d'être dans la peur de perdre ou de se perdre, oser garder l'essentiel. Oui, et puis aussi être prêt à la rencontre. La rencontre, c'est aussi c'est un terrain connu. Hein, on a peur, on veut pas perdre ce qu'on a, on veut le protéger, et puis on a peur aussi que ce que la rencontre peut nous faire perdre, alors qu'on voit pas de tout ce qu'elle peut nous faire gagner, et que parfois il faut un petit peu ouvrir, tu vois, pour aussi peut-être rencontrer je sais pas, remettre en cause ses certitudes, ses croyances, être dans une zone un petit peu plus fragile, la zone où on est dans l'inconnu, et puis faire confiance à cet inconnu et justement à partir de là s'ouvrir à l'autre et puis et voir de cette rencontre ce qui peut naître de nouveau en fait. Et comme ça, oui, c'est comme 1 + 1 = 3. Voilà, on invente d'autres formes de rencontres, de communication. Tout à fait. Et cette notion de cette peur de perdre, cette méfiance en fait de l'autre chez les femmes, c'est aussi beaucoup lié évidemment aux mémoires d'abus, à l'intrusion, etc. Donc du féminin, les mémoires du féminin portent beaucoup ça. Donc évidemment, il y a une sécurité à aller retrouver aussi. Ouais. Après, je pense qu'aussi, pour moi, ça, si tu veux, je le sexualise pas forcément. Je pense que c'est aussi un comportement là vraiment tu vois, c'est une espèce de protection une espèce de, comment dire, quelque chose, une enveloppe qui te protège, qui concerne tout à chacun en disant voilà, on a un espace, on est dans un lieu, dans un environnement dans lequel on est familier, avec des référents, des signes qui nous, tu vois ce que je veux dire, qui nous rassurent, qui nous confortent. On est dans l'habitude, dans le connu. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est cette rencontre de l'inconnu. C'est tout ce qui est la notion d'altérité. Et c'est comment transformer, quels sont les processus de transformation de l'inconnu en connu. Comment on arrive justement, quelles sont les choses que l'on met en place pour pouvoir justement transformer cet inconnu qui fait peur en quelque chose de connu et qui justement va nous enrichir. Et donc, Allemand. Ouais, et donc comment, enfin tu vois, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil par rapport à ça pour les personnes peut-être qui ont peur, tu vois, du changement, d'aller dans l'inconnu, de sortir de leur zone de confort, ou même, enfin j'imagine que dans vos clients, il y a aussi cette peur de l'inconnu, cette méfiance de l'autre, de l'étranger. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour qu'on puisse oser cet inconnu et y voir de la richesse? Écoute, moi, j'ai pas vraiment de méthode toute faite. Comment t'expliquer? Justement, c'est ça le travail, c'est moins dans les conseils qu'on donne en disant n'ayez pas peur de l'inconnu, foncez à l'aventure. C'est pas tant ça, parce que ça, si tu veux, c'est simple à dire. On me dit mais à faire, c'est beaucoup plus problématique. Le problème, c'est déjà prendre conscience que en allant au-delà de prendre conscience finalement de ce qui nous empêchait de le faire déjà. Le faire ou pas, tu peux pas dire aux gens allez-y, faites-le. Moi je l'ai fait. Tout à chacun est différent. Je veux dire, moi ça n'a jamais été un problème. J'ai jamais vu. C'était instinctif. Tout était toujours instinctif. Je pense que c'était une curiosité, une curiosité à l'autre, toujours une volonté d'apprendre, voilà, insatiable. De justement de cet inconnu qui faisait peur aussi en même temps. Alors peut-être que j'allais me challenger moi-même pour dire bah voilà justement c'est une façon de se connaître aussi, hein. Bien sûr. Et donc voilà. Est-ce que ce serait peut-être une première réflexion, est-ce que ce serait oser être curieuse aussi? Bah après On perd un peu ça aussi, hein. Être plus curieuse. Être plus, ouais. Mais parce qu'on perd, tu vois, quand voilà, enfin moi tu vois, j'ai des injonctions qui me reviennent de
faut pas être trop curieuse. Tu vois, il y a un côté mal vu d'être curieux. Oui, Donc, c'est faut des choses, reconnecter voilà. avec ça. Bah, exactement. Après, ça dépend comment elle a été aussi, comment elle t'a été, justement, cette notion de curiosité, comment elle a été transmise. Après, si ça peut être une façon d'apprendre et de découvrir, voilà, ça Bien dépend sûr, comment aussi on la transmet, le concept de curiosité. bien C'est sûr. vrai qui peut parfois apparaître comme un vilain défaut, mais c'est un défaut que je trouve qu'une très belle qualité. Après, voilà. Mais si tu veux, je pense que déjà, avant d'aller là, il faut être conscientiser les propres freins justement à cette curiosité. Ouais. Et les propres freins à cette curiosité, en fait, c'est pas tant être curieux, c'est que on l'est pas parce que justement ces freins nous empêchent de l'être. Comment Ouais. t'expliquer? Parce que ces freins justement nous font penser que en fait on sait tout, on connaît déjà tout. Et en fait c'est cette fausse croyance de dire que finalement on sait et que bon, on n'a pas besoin d'aller en savoir plus. Clair. Et en fait, c'est pas tant cette curiosité, mais c'est vraiment ce fait de dire, mais finalement, bah, je sais que je sais pas trop et que je ne sais rien. Et ben, j'ai envie d'aller voir un petit peu. Et Tu je ne vois? sais pas ce que je ne sais pas. Voilà, mais c'est après on reprend c'est pas du plagiat, mais ce que je veux dire, on reprend je veux dire, on l'a sorti bien avant. Je veux dire cette phrase-là, Bien sûr. je connais bien Tom C. Voilà, tout ce que je sais, c'est je ne sais rien. Mais c'est le problème, c'est que parfois on est tellement justement dans cet espace de sécurité, on est dans des certitudes, dans des choses qu'on sait, on est à l'aise, voilà, on sort pas, on se remet pas en question, et de dire tiens, mais finalement ce que je sais, est-ce que c'est vraiment ça? Et alors par contre, il faut prendre du temps, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de découvrir, que ce soit de lire, d'interroger, de parler, de discuter. Voilà, ça demande du temps, c'est de pouvoir aller s'interroger sur ce qu'on croit savoir et voilà. Après, il y a pas de vérité dans ce qu'on sait, mais il y a juste peut-être une question en se disant mais tiens, ce que je sais, est-ce que c'est vraiment de cette façon? Et en fait, justement, de susciter cette curiosité, en fait, d'une espèce de dire de plus avoir de certitude, quoi, d'être dans le doute. C'est bien d'être dans le doute aussi tout le temps, parce que justement, d'être dans le doute, ça te force à justement à pousser cette curiosité et à tester et à voir. C'est justement tu vois, on parle aussi de confiance en soi et tout. Il y a aussi une ligne entre la confiance en soi. Il faut faire attention, il faut avoir confiance en soi, mais faut pas non plus trop avoir confiance en soi. Oui. Tu vois, c'est trouver une espèce de juste milieu, comme ça. Oui. En fait, qui permet aussi que la confiance en soi, elle soit bien, mais elle soit toujours, tu vois, un peu plus fragile pour pouvoir te dire que, voilà, il manque ça pour aussi faire toujours se remettre un petit peu en question. Et je pense que après, c'est difficile, hein, c'est compliqué c'est facile de le dire, hein, pour le faire, c'est Bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi un autre niveau de confiance qui est pas forcément en soi, mais qui est aussi peut-être en plus grand. On peut parler de foi aussi, ou tu vois, de dire que de toute façon, tu accueilles ce qui se passe parce que tu sais qu'il y a du bon dans ce qui se passe. Et voilà. Oui, et puis oui, c'est cette façon de dire que toi, ouais, tu penses que oui, exactement, parce qu'il y a du bon, en fait, finalement, oui, c'est ça qui est le moteur, en fait, d'aller vers le mieux, quoi. De faire ce qui est bien et bon. Et en fait, tu sais qu'il y a du potentiel. Exactement. Donc c'est pour ça, juste pour revenir au fait, le problème, c'est que on se rend compte justement dans cette curiosité, dans le fait que les gens savent parfois. Là, on a le plus de mal, justement, c'est on fait beaucoup de formations en interculturalité là-dessus, sur tout ce qui est stéréotypes, préjugés, d'ailleurs, qui mènent à la discrimination. Mais ces stéréotypes, c'est un concept très très intéressant parce que autant ils peuvent être une grille de lecture pour pouvoir analyser voilà des choses qui nous sont inconnues et de justement c'est une façon de rendre connu l'inconnu, les stéréotypes. Et moi ce que j'enseigne beaucoup c'est dans les stéréotypes, c'est que le danger du stéréotype c'est à partir du moment où on l'érige en vérité, tu vois, et que on le remet jamais en question. Parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, on peut pas s'empêcher d'interpréter, de penser les choses, de les mettre dans des petites cases, parce que justement, ça permet de
ok, ce que je connais pas, j'ignore. Au moins, ça me donne des petits, ça rassure. Ça oui, rassure des le petits cerveau. éléments. Voilà, c'est pas complètement inconnu, mais à partir de là, ça doit être juste les premières pierres qu'on met pour aller vers justement vers. Mais ça peut pas être des vérités érigées en disant voilà, les choses sont ainsi et c'est comme ça que c'est. Et en fait, il faut justement se dire à un moment, ok, c'est ce que j'ai entendu, ce que je sais, c'est voilà, mais de se remettre en question. Justement, en disant, mais ce que je sais, est-ce que c'est vraiment ce que c'est? Tout à fait. Et là, j'ai noté quatre de tes pistes de réflexion. Si je vais les résumer pour les auditeurs. Donc, oser être curieuse ou curieux. Parce que les freins à la curiosité, c'est justement la croyance de tout savoir, au lieu d'accepter le fait de ne pas tout savoir ou de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Ou, voilà. La troisième piste de réflexion, c'est aussi la capacité à remettre en question, à accueillir le doute. Et puis la quatrième piste de réflexion que tu nous as partagée, c'est que de toute façon, il y a cette certitude qu'il y a du potentiel dans ce qui se présente, dans la rencontre. C'est le moteur essentiel, tu vois ce que je veux dire? Sinon, on pourrait rester dans sa zone de confort. J'aime pas l'expression, elle est tellement usitée, mais c'est tellement vrai en même temps. C'est pas tant une zone de confort, c'est une zone de tout ce qui est familier. Et dès qu'on part, c'est aussi des choses qui vont nous permettre de se confronter à nous-mêmes, c'est-à-dire se voir aussi comment on est, comment on réagit, tu vois? C'est aussi pouvoir aller et ça peut faire peur de se dire mais finalement la personne que je vais rencontrer, c'est pas celle que je pensais être. Oui, et puis accepter d'être surpris aussi. Et d'être surpris, puis d'être un petit peu déstabilisé dans les certitudes qu'on a aussi de nous-mêmes. Ouais. Et c'est vraiment, tu vois, ça me fait penser à vraiment quelque chose d'accepter le dedans-dehors et d'accepter l'impact de l'extérieur sur l'intérieur et tu vois, d'accepter un peu cet ébranlement. De toute façon, sans l'autre, tu as aucun moyen d'avoir connaissance de toi-même. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et justement, tu vois, ce qui me vient comme question, c'est, je t'imagine arriver dans cette région tibétaine de Chine et comment tu faisais pour, tu vois, les premières fois au début, comment tu faisais pour créer le lien avec ces personnes que tu rencontrais, que tu étais là pour, que tu allais accompagner en fait. Comment tu faisais pour cette rencontre? Comme je fais avec toutes les rencontres en fait. Comment je faisais? J'ai jamais vraiment pris de recul parce que j'ai toujours été dans l'expérience. C'est vrai que on me demande beaucoup de choses, mais comment c'était, comment t'as fait, et c'est vrai que je suis incapable de raconter, de pouvoir mettre des mots sur toutes ces expériences. C'était naturel. C'est empirique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'un jour il va falloir que je me pose et je puisse un petit peu analyser, théoriser tout ça. Donc c'est vrai que l'exercice pour moi avec toi est un petit peu difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la première chose déjà, c'est être à l'écoute de l'autre, et puis être humble. Et en fait, puis je pense que t'étais aussi dès le départ, t'es dans le cœur. Oui, et puis je suis dans la curiosité de l'autre. J'ai un intérêt, je suis curieuse humainement parlant. J'avais forcément avec la culture comme j'étais avec la Chine la première fois, c'est parce que j'ai eu si tu veux, j'ai pas eu de grands chocs culturels ou alors peut-être l'histoire que j'ai eue avec la Chine a fait que quand j'y suis allée pour la première fois, tout m'a semblé, si tu veux, évident. J'ai pas eu j'étais juste là où je devais être, où je m'étais promis d'être, tu vois, quand j'avais 10 ans. Voilà, j'y suis allée à 20 ans, je dis OK, j'y suis, c'est bon, voilà. C'est exactement là où je devais être. Et comment je l'ai vécu? J'ai juste accueilli, j'ai ouvert mes yeux, mes oreilles, mes narines, j'ai senti, ressenti, écouté, et j'étais toujours dans l'intérêt. Et en fait, t'étais pleinement dans le recevoir. Oui, complètement. Et puis j'attendais que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, ça t'empêche pas de donner aussi, hein? Et c'est vrai que tu donnes peut-être même mieux. je trouve.
voilà, et puis de savoir si aussi dans la rencontre avec l'autre, c'est aussi surtout ce qu'on faisait, on faisait de l'accompagnement pour les entrepreneurs sociaux, c'est aussi d'être à leur écoute et puis de voir justement d'écouter leurs besoins, leur envie, d'être à leur écoute vraiment et de répondre à des besoins si on sentait que c'était nécessaire et d'attendre que l'autre en fasse la demande si tu veux. Donc ouais, la rencontre avait bien. Il y a, je pense, un respect mutuel, un intérêt, une écoute, une envie mutuelle d'apprendre, de se découvrir. Voilà, tout simplement. Hein, c'est les premiers. L'amour, quoi. Avec des certitudes, avec voilà comment ils sont. Non, de se laisser complètement, en fait, d'arriver neutre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, sans préjugés, ouais. Et en même temps, tu arrives avec tout ce que tu es toi-même, tu vois, justement. Oui, ouais. Mais tu peux justement avoir des idées, déjà des idées parce que tu as lu des choses, tu as vu des cinémas, tu as entendu des gens te parler, voilà. Mais ces idées, elles empêchent pas, sans pouvoir se créer déjà une image toute figée, en fait, d'une personne. Et en fait, de dire, OK, j'ai déjà voilà, je suis pas surprise si ils boivent le thé, tu vois, au beurre salé, voilà, c'est pas une surprise, je le sais. Donc voilà, ça évite les surprises, si tu veux. Mais après, de se dire, voilà, d'être persuadé à l'avance que de toute façon, tu le détesteras parce que t'aimes pas le beurre et que c'est salé. Et que te dire, bon, bah, je vais quand même le goûter et on va essayer. Voilà, c'est ça, juste être ouvert, quoi, en fait. Être ouvert. Voilà. Être ouvert, enfin, évidemment, puis c'est être dans une posture d'amour et pas de peur. Bah, voilà, mais d'amour, vraiment, je pense que là, tu vois, la curiosité, la soif d'apprendre, c'est important. Parce que l'ouverture, c'est-à-dire que après, t'es pas obligé d'être d'accord. Parce que d'amour, tu peux très bien dire, mais en fait, votre thé, je le trouve dégueulasse. Mais t'as le droit de le trouver dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un non-amour. Être dans l'autre, dans la rencontre, c'est pas tout accepter et dire, oh, ils sont formidables, c'est génial et tout. Être dans des extrêmes où alors soit je les aime, soit je les aime pas. C'est de dire, bah, voilà, d'écouter, d'entendre, de voir, de passer du temps. Et puis, il y a des choses sur lesquelles, bah, tu es d'accord, d'autres sur lesquelles tu es pas d'accord. Voilà. Mais c'est, d'être si tu veux, sans jugement. Ouais. Et de justement, de voir ce qui, dans les choses qui te gênent ou qui te choquent, d'essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que ça dit de toi, ces choses qui gênent, qui te choquent. Pourquoi, tiens, bah, finalement, mais pourquoi moi, j'ai toujours pensé comme ça, mais pourquoi on m'a enseigné comme ça? Tu vois, comme tu disais pour la curiosité, pourquoi? Parce que moi, tiens, quand j'étais petite, peut-être, on m'a dit que c'était un vilain défaut, donc qu'est-ce que ça, tu vois? Et en fait, c'est qu'est-ce que ça t'apprend de toi-même? Donc, ça permet d'une part de pouvoir faire un retour. Mais ça, c'est aussi c'est la théorie que j'aime beaucoup. C'est la seule que j'utilise en outil quand je fais des formations interculturelles. C'est le choc. Celui-là, je l'aime bien quand même, ce petit outil de comment elle s'appelle, Cohen Emmerich, et qui a créé, je crois que c'est un outil destiné en fait aux populations immigrées, ce qui me semble. Après, je veux pas dire de bêtises. Mais bref, elle a créé cet outil du choc culturel. Et en fait, cet outil, je le trouve génial parce que c'est tout bête, hein. Il donne c'est une espèce de diagramme comme ça et puis qui te montre, voilà, t'as la rencontre, t'as le choc culturel, à la naissance du stéréotype. Et en fait, l'émotion que ça suscite, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et puis, suite à ça, t'as tout un travail de réflexion. Alors ça, c'est un truc que tu fais pas pendant que t'es en train d'avoir le choc culturel, si tu veux. Ouais. Tu peux pas dire, attends, là, je suis en plein choc culturel, laisse-moi analyser la situation. C'est c'est un petit travail à faire comme ça en disant, tiens, aujourd'hui, bah, il s'est passé ça. Tiens, j'ai eu un petit choc, qui soit positif ou négatif, en disant, bah, tiens, c'est intéressant parce que comment j'ai réagi, qu'est-ce que ça a dit de moi, qu'est-ce qui a fait que je sois choquée, pourquoi la personne a été comme ça, qu'est-ce que tu vois, et en fait, tu te poses des questions comme ça, aussi, toi, tu permets d'avoir un regard sur toi-même et sur l'autre. Et là, justement, tu comprends tout ça et t'es libéré, si tu veux, des émotions liées au choc. Et là, du coup, tu t'ouvres pour la rencontre et tout ce qu'elle peut t'apprendre. Parce que du coup, ça te permet d'être curieux, de demander, bah, tiens, finalement, tu fais les choses comme ça, c'est bizarre, mais pourquoi vous les faites comme ça? Et du coup, tu vois, il y a un dialogue, il y a quelque chose qui commence à arriver, et puis
et des choses qui commencent à se créer. Et puis là, tu crées du nouveau, en fait. Mmh. Oui. Et, Oui, et c'est ça. et puis même quand tu n'as pas le choc culturel, moi, tu vois, ça se vit aussi quand tu es dans un groupe. Même si tu es dans un groupe de personnes de la même culture que toi, parfois, ça te sort un peu de ton... Tu vois, quand j'anime des groupes ou quand j'ai mon collectif sur 1 an, ça se passe aussi, tu vois. Au début, il y a un temps d'adaptation, chacun peut prendre sa place, chacun ressent l'autre, l'accueil, et ça prend du temps aussi. Mais ça, en fait, on parle d'interculturalité. Ça aussi, ce que tu évoques, c'est l'interculturalité. L'interculturalité, il faut pas que ça soit, c'est juste la Chine, la France. L'interculturalité, elle peut être entre des classes sociales, elle peut être générationnelle. Je veux dire, nous toutes les deux là, on peut avoir une relation interculturelle parce on partage, on est sous une culture semblable, mais on partage des choses complètement différentes. C'est-à-dire que ce soit notre éducation, nos valeurs, nos principes, il y a plein de choses en fait qui fait que même en partageant une culture commune, on peut être complètement différente dans la façon dans laquelle on vit cette culture. C'est pour ça qu'on dit jamais on rencontre une culture, mais on rencontre une personne qui appartient à cette culture. Mais elle peut pas être figée. Tu vois, donc même là entre nous, là, tu vois, on a une rencontre interculturelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, tu vois, ça se vit aussi en famille recomposée. Tu as ce choc-là, effectivement, interculturel d'être avec... voilà, j'ai été belle-mère notamment pendant plusieurs années. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais tu vois, de se rendre compte que rien que l'humour peut être différent, effectivement, ça fait partie d'une culture. Tu as raison. Complètement. Tout à fait. Ouais, carrément. Ouais. Je veux dire, quand je fais des formations dans les écoles avec les jeunes, on est souvent dans des écoles de tourisme pour faire justement des formations interculturelles et voilà, on leur dit les générations, ils ont la vingtaine. Tu vois, moi quel âge j'ai 47 et c'est vrai on partage, voilà, on partage des comment on appelle ça, c'est j'ai un trou de mémoire, des référents complètement différents. Ouais. On est carrément, et encore eux-mêmes, au sein dans leur même génération, ils ont aussi entre eux des choses. Donc, en fait, l'interculturel, c'est pas, on dit forcément d'aller des sessions interculturelles. Ah bah, apprenez-moi à dire comment on dit bonjour en Chine, comment on dit bonjour au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, et alors, si tout le monde ne dit pas bonjour de la même façon. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, le monde de Beau, est-ce que c'est aussi de la médiation en France? Pour moi, c'est le centre de tout. Parce que si tu veux, quand on dit qu'on facilite et on promeut donc les relations entre la Chine et la France, en fait, le problème, c'est que les gens veulent passer directement en fait, l'objectif, c'est le contrat, la collaboration finale. Soit, ça, c'est une première étape. L'argent, quoi. Tu veux dire, en gros, faire la collaboration, on partait, on fait du business, d'accord. Ouais. C'est pas l'objectif. Je veux dire, c'est pas tant l'objectif final, mais c'est quand même l'objectif de faire. Et très bien, soit. Ça aussi, que tu veux permettre. Le problème, c'est que c'est pas si simple. C'est pas si simple de rencontrer la personne avec laquelle on va pouvoir collaborer. Et surtout dans une culture avec des valeurs, des principes différents. Si tu veux, le but, il y a quand même un chemin qui mène justement à cette rencontre. Il faut que la rencontre se passe. Il suffit pas que deux personnes se voient pour qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle. Et cette compréhension, elle s'arrête pas. Elle peut pas se réduire non plus. Je sais comment ils disent bonjour ou comment ils font telle ou telle chose. Et du coup, ça y est, j'ai deux, trois petits tips. Et ça va me permettre tout de suite d'avoir accès à la personne. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de travailler, de faire comprendre déjà. C'est d'une part, c'est conscientiser tous les stéréotypes qu'on a envers, que ce soit les Français envers les Chinois ou les Chinois envers les Français. De pouvoir déjà un peu déblayer tout ça, partir sur, ça veut pas dire les enlever, les stéréotypes, c'est les conscientiser et connaître l'origine de ces stéréotypes et comprendre d'où ils viennent.
Et ensuite, c'est de pouvoir, alors voilà, faire des formations qui ne sont pas basées sur les différences, mais nous, on a choisi plutôt les similitudes, de voir tout ce qui nous relie plutôt que tout ce qui nous sépare, Mhm. pour pouvoir faire des points d'accroche Mhm. et des points de connaissance où finalement, c'est important d'avoir cette connaissance préalable pour pouvoir avoir une vraie collaboration qui soit pérenne et durable. Mhm. Parce que des collaborations qui sont faites très rapidement, sans se connaître mutuellement, elles ne sont pas durables et elles ne peuvent pas fonctionner. Alors, je dis pas de connaître à fond, mais d'avoir au moins, si tu veux, c'est pas tant de donner un guide là de tout ce qu'il faut faire et pas faire, mais plutôt d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit justement qui permette de pouvoir justement rencontrer l'autre et de pas s'arrêter à des jugements préalables et justement dégager une certaine flexibilité qui va faire que justement dans cette altérité, on va la recevoir, on va l'appréhender, on va l'analyser et on va la transformer de façon bénéfique Mhm. pour que ça puisse servir aux relations. Mhm. Mais tu vois, ça pour moi, c'est essentiel, mais le problème, c'est jamais essentiel parce que c'est pas on veut passer tout de suite à l'objectif. Mais pour atteindre cet objectif, il faut mettre en place une certaine façon d'être, tu vois, qui va Bah euh, oui, permettre oui, la rencontre. bien sûr. Et puis bon, enfin, bon, c'est un long sujet tout ça parce que on parle de différence de niveau de conscience. Enfin, tu vois, toute cette différence entre même dans le milieu entrepreneurial, c'est en fait quel est ton focus? Est-ce que ton focus, c'est de créer quelque chose de durable, de prospère et d'intègre et de respectueux de tout, ou est-ce que c'est juste ta gueule à toi et de faire du business rapidement et le plus possible? Enfin, tu vois, il y a un éventail de possibilités en fonction de la personnalité et du niveau de conscience de l'entrepreneur, en fait. Bah oui, après, voilà, justement, on parle du terme d'altruisme. Moi, je pense, voilà, j'espère que c'est vrai que c'est de sortir que fondamentalement, il y a quand même, peu importe si même ton but il est autre que. Après, tu peux avoir un but de faire de l'argent, c'est pas grave. Bien sûr, Tu oui. vois ce que je veux dire. Après, comme on disait, tu vois, on parlait du business. Tu te rappelles, on disait que le business, alors on dit le business social, l'entrepreneuriat social, le business social. Mais finalement, un business, ce qu'on disait justement, quand il est bien fait, quand il est établi les lois du business pur, il peut être très social. Mm. Et en fait, c'est pas grave de dire, il faut pas être hypocrite non plus, de dire bah ma motivation c'est d'aider l'autre ou de faire du social et tout. Bah non, tu peux vouloir faire de l'argent, mais tu peux vouloir le faire d'une bonne façon. Pour moi, l'argent en fait c'est une conséquence. Si les choses sont bien faites, c'est une conséquence naturelle. Mm. Carrément. Donc si ta relation, ta collaboration, elle est bien, elle est sur les bons rails, l'argent viendra. C'est pas parce que tu passes cette étape-là, c'est pas une étape pure et qui rend ta relation plus humaine. C'est une étape qui rend ta collaboration plus durable. C'est une Mm. différence. Et en même temps, si cette collaboration durable, tu peux la faire en en découvrant des choses, en respectant l'autre, en te sentant respecter toi-même. Et en fait, ça t'enlève des soucis aussi. Et je pense que tout entrepreneur aussi vénal soit-il, voudrait acheter sa paix d'esprit aussi. Donc, Mm. même cela, pourquoi ne pas trouver aussi? Et puis après, tu sais, la rencontre, elle peut bouleverser les gens. Tu peux découvrir d'autres choses aussi. Mhm. Et Sûr. c'est juste une façon de faire, mais il faut juste avoir le temps de se dire, ok, ça prend du temps. Mais il faut vouloir le faire pour que justement les choses se fassent mieux et que finalement tu te rends compte que c'est bénéfique à chacun. Mhm. Et alors, est-ce que tu serais d'accord de nous partager peut-être un exemple, quelque chose qui t'a marqué pendant cette expérience euh,
dans cet accompagnement de l'entrepreneuriat social là-bas dans la région tibétaine de Chine, est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué? Enfin, j'imagine qu'il y en a plein, mais un parcours, un individu, un projet, ou tu vois? Non, pas tant. Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, je vais t'expliquer le processus, c'est que à l'époque, en fait, donc moi, je partais de une gestion de l'humanitaire. J'ai fait de l'humanitaire, donc j'étais chef de projet. Et en fait, quand on arrive en Chine, j'ai travaillé pour une fondation américaine quelque temps, et puis pour d'autres projets avec des ONG. Et en fait, dans cette fondation, en fait, si tu veux, en fait, le travail d'humanitaire, le mien, hein, je fais pas de généralité, je parle de ma propre expérience, ce que je faisais sur place. En fait, l'image que j'en ai eue, c'est-à-dire ne correspondait pas à ce que, voilà, peut-être que j'avais des stéréotypes, tu vois aussi, hein, j'étais peut-être un petit peu trop figée aussi, mais peut-être un peu trop idéaliste en me disant, voilà, cette idée que tu arrives dans un endroit et que sous prétexte que tes intentions soient bonnes, ça légitimise en fait ton action. Ouais. Et ta présence peut-être même. Ta présence, ton action. Et pour moi, c'est une forme de contrôle qui m'a apparu intolérable. C'est comme, je fais toujours la comparaison en disant, bah, tu vois, t'es chez toi tranquille, puis là, ça toque à la porte, et puis il y a une femme que tu ne connais pas et qui vient faire le ménage chez toi. Alors, je t'avoue que, justement, avec mon planning de faux, j'aurais bien besoin, mais elle arrive, alors elle vient faire le ménage, et puis elle te propose ça, et puis tu dis, bon, bah, c'est quand même pas mal, j'aurais bien besoin d'un petit coup, un peu de poussière, un peu d'aspiro. Mais en même temps, tu vois, elle vient chez toi, il y a une intrusion, tu n'as rien demandé, et en même temps, tu peux pas la virer de chez toi, un coup de pied aux fesses en disant, mais je t'ai jamais rien demandé, tu vois, elle vient quand même gentiment pour te proposer de te faire le ménage. Donc, tu vas pas dire non non plus, donc tu ouvres ta porte, tu la laisses faire parce que ça t'arrange bien. Okay. Et après, tu repasses derrière elle. Est-ce qu'elle Parce que c'est pas fait comme tu veux. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais oui, tu repasses derrière elle parce que c'est... Et en plus, tu as raison parce qu'il y a ça derrière. Parce qu'en plus, la personne qui aide, on va aussi la critiquer parce que ça, c'est, tu vois, c'est encore une autre problématique. Ça, c'est intéressant. Et donc, elle repart. Parce que tu es bien content aussi. Il y a une espèce de, pas d'hypocrisie, mais de dire, bon, bah, finalement, je suis quand même contente qu'elle vienne, je vais rien demander et tout. Mais tu vois, après, il y a une forme, en y réfléchissant, d'intrusion de choses où t'as pas demandé à ce qu'on vienne t'aider. Ouais. Il y a pas de consentement. Il y a pas, en fait, tu réponds pas à un besoin. En fait, tu réponds à un besoin que l'autre a analysé pour toi. Et en fait, c'est ça qui me dérangeait, cette espèce de dire où les gens, à la fin, tu lui dis merci à la nana qui est partie, mais tu lui dis merci parce que tu te sens obligé de lui dire merci. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux pas lui dire merde et tu lui dis merci. Et c'est cette forme de, tu vois, de se sentir finalement obligé de te remercier parce que ton action est bonne et tu me veux du bien. Et même si finalement je t'ai rien demandé, mais comme tu me fais du bon quand même et que ton intention est bonne, bah je suis obligée de te dire merci. Et tu vois, c'est un petit peu vicieux comme façon d'être ensemble, de travailler ensemble. Donc voilà, sous couvert de bonne motivation et qu'on fait du bien et qu'on aide les gens. Du coup, on peut se permettre d'aller partout, de faire ce qu'on veut parce que voilà, on est là pour les aider, ok? Et donc dans cette frustration de la façon que peut-être c'était avec la fondation avec laquelle je travaillais, hein, qui se passait comme ça. Hein, je rappelle encore que c'est ma propre expérience qui m'a donc en fait m'a amené à une remise en question, justement par rapport à la notion d'aide et de dire ok, mais finalement. Et puis tu voyais aussi, tu sais, beaucoup d'ONG, beaucoup de fondations venaient, faisaient des formations pour les locaux, et des formations en business, des formations en artisanat, des formations machin. Il y avait des experts qui arrivaient. Et puis tu voyais toujours les personnes qui venaient à ces formations, c'était toujours les mêmes personnes. Toujours, elles revenaient d'année en année. À un moment donné, je veux dire, pourquoi tu reviens toujours à la même formation? T'as pas encore compris quoi? T'es censé comprendre. Et en fait, c'était une aide donnée aussi qui avait pas forcément d'efficacité parce qu'on l'a donnée pour la donner. Tu vois, le taf était fait, mais sans savoir si en fait les gens qui l'écoutaient l'avaient vraiment intégrée et comprise.
tu vois, parce que parfois, il suffit pas de parler une langue. C'est pour ça que je parle aussi de médiation interculturelle, parce que c'est pas juste de la traduction, tu vois. Ces gens-là, ils venaient, ils prenaient des outils de business, ils les traduisaient en tibétain ou en chinois, peu m'importe. Et puis, et en fait, voilà, ça y est, c'était quelque chose d'universel, traduit, ça devait être compréhensible partout. Mais le problème, c'est que les gens revenaient à chaque fois parce qu'ils comprenaient pas. Et parce que la façon dont on leur envoyait le message n'était pas adaptée à la façon dont eux pouvaient le comprendre. Moi, tu me parles en français avec un mathématicien. Bon, ça dépend de quel genre de personne, sa pédagogie, la pédagogie qu'il va mettre en place, mais c'est pas parce que sous prétexte que c'est dit en français, je vais pouvoir le comprendre. Tu vois, c'est aussi la façon de l'amener, de connaître justement la culture, les référents culturels et comment apporter les choses. Bref, toutes ces réflexions. Et puis ton cadre de référence aussi. Exactement. Donc, sous prétexte que tu changes d'une langue, tu fais traduire, elle peut forcément être comprise, c'est une aberration totale. Donc, en fait, voilà, je me disais donc l'aide d'une part, la façon dont cette aide est apportée. Et puis, je me disais, puis ces formes aussi, parfois aussi, tu sais, il faut faire du chiffre. Parfois, il fallait qu'on ait tu sais, quand tu as tu reçois des fonds financement, pour répondre à un programme, il faut qu'il y ait aussi des chiffres qui justifient que c'est normal aussi. Tu dis voilà combien de participants et puis donc parfois les gens, tu sais, on les faisait même venir payer pour qu'ils viennent venir. Donc en fait, ce qui me signer quoi. Ouais. Oui, c'est qu'à un moment donné, la demande avait jamais été. En fait, ça venait pas. Et quand on a commencé, et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à l'entrepreneuriat social. Et vraiment, j'ai commencé à me passionner et j'ai trouvé ça juste formidable. Parce que c'était une façon, en fait, l'entrepreneuriat social, c'est pas une entreprise sociale. L'entrepreneuriat social tel qu'il est, c'est qu'en fait, tu passes par, en fait, tu as une personne, un entrepreneur social. C'est la figure de l'entrepreneur social, moi, qui m'intéressait. Ouais. C'est lui, en fait, dans sa communauté, dans son environnement, il va, si tu veux, observer un problème. Ok ? Il va observer un problème dans sa communauté. Ok ? Et il va utiliser le business pour répondre à ce problème. Et en fait, tout le business va être orienté pour la résolution de ce problème. Alors, le fait est que ce genre d'entrepreneurs, ils sont pas pléthores non plus. Faut parce que vos pouvoirs, faut avoir les moyens, faut avoir aussi l'envie et puis le challenge de pouvoir monter son business ou des choses comme ça. Et tu vois, cette virée-là, elle m'intéressait beaucoup parce que je me suis dit, tu vois, cette personne-là, il faut qu'elle soit en fait, il faut que tu l'accompagnes et que tu répondes que lui puisse déjà voir ses besoins, comprendre ses besoins. Et en fait, attendre qu'il vienne vers toi pour lui dire, voilà, moi, ce dont j'ai besoin. OK? Et en fait, toi, à ce moment-là, tu réponds à une demande. En fait, tu lui proposes pas ce qu'il faudrait qu'il fasse parce que tu as vu ou tu as de l'expérience ou tu vois. C'est que tu attends que lui fasse le travail déjà de réflexion de voilà, qu'est-ce qu'il pense, comment il voudrait le faire et que toi, tu puisses répondre ce besoin. Et dans ce cas-là, ça change complètement la relation. Tu vois, parce que nous, on les faisait pas. C'est un peu comme du marketing, en fait. On les appelait pas, on les téléphonait pas, on n'insistait pas. Je dis, si tu veux t'en sortir, il faut que ça soit, t'es l'initiative, quoi. Que ça vienne de toi, que ça soit ta demande. Et que après, tu sois le seul à dire à la fin, si je m'en suis sortie, en fait, ça vient de moi. J'ai à dire merci à personne, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? La seule personne que j'ai à remercier, c'est moi-même, en fait. C'était ça le but ultime, en fait. C'est qu'on puisse apporter, tu vois, des soutiens de l'accompagnement, mais qui répondent à des besoins énoncés de ces personnes. Et dans l'entrepreneuriat social, en fait, de les aider justement à construire leur chemin, à leur donner les outils qui leur permettent de se renforcer et de pouvoir construire ce business qui répond aux problèmes. Donc ça c'était intéressant dans mon parcours au niveau d'entrepreneuriat social. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on élaborait juste des outils, Et c'était quoi comme genre de business ou? Il y en avait eu quand même, il y en a eu beaucoup. Il y avait des entrepreneurs qui, surtout dans
dans les régions des hauts plateaux, beaucoup de nomades, des gens qui faisaient du fromage, des gens qui utilisaient le lait, les yaourts, ou alors d'autres. J'en ai pléthore. Et en plus, ces gens-là n'avaient pas trop de connaissances du business, donc il était un petit peu. C'est comme moi, c'est expert tout ce qui est empirique. Ils ont jamais eu peut-être la chance de suivre une école de business. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais bon. Bref, et tu vois, c'est tout basé sur l'expérience, et puis de dire voilà, d'avoir des conseils, de savoir comment ça se faisait différemment, d'entendre, de discuter. Tu vois, il y avait toujours ce processus-là de l'aider, d'aider la réflexion pour que la personne, en fait, elle se nourrisse de cette réflexion pour trouver elle-même les solutions à son problème. Et cette forme-là, et après j'en ai pléthore d'histoires, mais c'est vrai que c'est intéressant de les accompagner et tu vois, le dernier exemple qu'on a eu, après j'arrête parce que j'en ai pléthore, c'est celui récemment, on a organisé un voyage d'études avec des entrepreneurs tibétains, encore, qui sont venus là 2 fois. Le dernier, c'était en mois de février dernier. Et en fait, Ils sont venus en France? Ils sont venus en France, on les a dans la région du Queyras. Ouais. Les Hautes-Alpes de Provence. Et pour te la faire courte, donc en fait, ils sont venus nous voir en disant voilà, non, on fait des voyages d'études aussi, des thématiques autour d'une thématique spécifique, d'un sujet d'étude, en disant voilà, moi j'ai tel sujet qui m'intéresse. Et nous, sur place, on trouve les experts, on rencontre les entreprises, les gens avec lesquels ils pourraient échanger. Donc, on organise des sessions dialogue, de rencontres, voilà, des séjours d'études comme ça. Et ils nous disent en disant, voilà, nous, on est intéressés par toute la thématique du développement durable, de l'économie circulaire. Ils étaient dans les Hauts-Alpages, ils créent des espèces de communautés zéro déchet, savoir comment... Autonome, enfin, j'imagine qu'il y a aussi la notion d'autonomie, de trucs circulaires, d'économie circulaire. Là, comment ramener les jeunes, justement, pour éviter qu'ils aillent à la ville, comment, justement, vivre avec les ressources qu'on a autour pour éviter, justement, de les puiser, en fait, de bien vivre dans leur environnement et d'utiliser les ressources de façon durable. Et donc, en fait, on a connu, puis ces gens-là sont arrivés en disant, voilà, on aimerait bien connaître des méthodes, comment en France ça se fait, est-ce que tu vois, sur l'économie, sur le zéro déchet, sur l'élevage, donc on a organisé tout ce voyage d'études, et ce qui était formidable, c'était que il y a eu vraiment une espèce les gens qu'on leur a fait rencontrer, alors beaucoup d'agriculteurs, des gens on a même rencontré une éleveuse de yak dans le parc national des Écrins, ouais. Et alors cette rencontre pour moi, elle a été formidable. Tu vois, en fait c'est toute l'essence de Beau. C'est qu'on les a fait rencontrer. Tu vois, c'est des gens qui en fait, qui ignoraient toute l'existence des uns et des autres, qui étaient séparés par des milliers de kilomètres et qui avaient aucune chance de se rencontrer. Mais en fait, ces gens-là, tout les unissait, une passion commune, tu vois. Et c'est que cette rencontre s'est arrivée en se disant, mais on est tellement loin, on parle pas la même langue, on n'est pas, et on se rencontre et on a exactement les mêmes problématiques, on fait exactement les mêmes choses. Et en fait, le fait de cet échange, alors elle a pu bénéficier de leur expérience sur place en disant, mais tiens, comment on fait? Parce qu'avec les yaks, bon, ils ont, tu vois, l'habitude d'élever des yaks. Oui, parce qu'il y en a là-bas. Ah oui, au Tibet. Et elle a bénéficié de leur expérience. Et puis eux, en disant, mais tiens, comment tu fais ici? Il y a eu vraiment un partage, une expérience. Et en fait, ça a créé de nouvelles façons de faire, de nouvelles idées, et tu vois, là, la collaboration, elle peut naître. Ah ouais. Là, la rencontre. Et c'est des gens qui se disent, oui, bon, je veux bien les rencontrer. Et puis, dès qu'a lieu la rencontre, avec la discussion, les dialogues, l'échange, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui nous rassemblent. À un moment, ils avaient même parlé des plantes médicinales, et il y a eu tellement de sujets. Et puis, il y a une espèce d'effervescence et de passion qui est née des deux côtés. En se disant, mais en fait, ça t'ouvre ton monde, tu vois. Ça t'ouvre tes possibilités. En fait, c'est ça aussi la rencontre. C'est dangereux parce que t'arrives, tu marches sur un fil, tu sais pas si tu vas tomber, mais quand elle se passe bien, elle t'ouvre un champ infini de possibilités. Et puis de nouvelles façons de faire, d'envisager les choses qu'en fait dont t'avais aucune idée, tu vois. Et c'est ça pour moi l'idée de la rencontre, ce qu'elle peut faire quand elle est bien faite. Carrément. Puis c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure
au lieu d'être dans la peur de perdre quelque chose ou de se perdre, finalement, ça nous permet de garder l'essentiel et même de l'améliorer. Et tu gagnes tellement, en fait, tu gagnes tellement. Et puis, c'est bien de se perdre, d'être changé, on change de toute façon, on change tout le temps. On est jamais le même la veille qu'on est le lendemain, je veux dire. Carrément. Te grandis. Moi, j'adore t'entendre raconter ces histoires. Je pense que, franchement, quand est-ce que tu nous écris un bouquin? Alors là, je les raconte très mal. C'est vrai que j'ai un peu du mal, d'ailleurs, à expliquer. Tu les racontes très bien parce qu'on sent, tu vois, toutes tes émotions, on sent ta passion et, enfin non, moi j'adore. Donc j'attends le livre ou je sais pas, ou le podcast qui raconte tout ça, tu vois. Ouais, je sais. Je sais pas. Podcast de Beau. Ouais, je pense que je suis en digestion encore. Je pense que j'ai encore besoin de beaucoup de temps de digérer, que je suis encore dans l'expérience, dans le faire, et j'ai encore du mal à avoir le recul suffisant. Là, je pense que depuis 5 ans, c'est compliqué parce que je suis rentrée, ça fait 5 ans maintenant, et là, je me rends compte que je fais face à un autre challenge, c'est le fait de me réadapter. Eh oui. Et en fait, ce qui est très difficile pour moi, c'est très, très compliqué. En fait, je me suis rendu compte. Et même, tu vois, dans le business qu'on a monté Beau et tout, la façon dont on fait en France, la façon dont on connaît les gens, dont on fait les ressources, les formations, comment ça se passe. Ouais. Et en fait, je suis en train, j'avais jamais réalisé parce que, tu vois, même pour les gens, pourtant, en disant, mais t'es française, c'est une évidence. C'est comme si c'était inné chez toi et quelque chose que tu devais savoir. Mais je suis partie à 20 ans, j'ai vécu toute ma vie d'adulte en Chine. Ouais. Oui, t'as jamais été adulte en France, en fait. Non. Et j'ai que travaillé en Chine. Et c'est vrai de rentrer, donc tu vois, en plus, quand je suis rentrée, il y a eu 1 an après, il y a eu le Covid, donc on est resté un petit peu. Et en fait, là, je suis en train d'apprendre, et c'est d'autant plus difficile parce qu'on attend de moi que je le sache, tu comprends, et que je le fasse. Et c'est compliqué. Et je sais que j'ai ma collègue. Mais justement, ça devrait être hyper riche parce que tu découvres. C'est comme si tu redécouvrais. C'est comme si tu redécouvrais la France. Ouais. Ouais, après c'est dur aussi parce que du coup, moi aussi, je me suis laissée tomber dans le piège en me disant, mais finalement, ouais, je suis française, pour moi, en fait, j'ai pas d'effort à faire, c'est une évidence, tu vois. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que il faut que je rattrape, j'ai un train, quoi, qu'il faut que j'apprenne des choses. Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais je sais plus pourquoi j'en venais là. Oui, donc je suis encore en digestion et besoin de digestion encore, ouais. Pour voilà. la réadaptation. Enfin voilà, le sujet de retour d'expat aussi. Bon là, c'est plus qu'une expat, mais c'est le retour d'une vie, quoi. Mais oui, le retour d'expat, il est. Moi, je l'ai vécu aussi. Alors pas très loin. J'ai vécu un peu en Italie et en Suisse, donc c'était pas loin, tu vois. Ouais. Et en Suisse, c'était en plus sur la partie francophone. Mais en fait, la culture est pas du tout la même. Donc, il y a l'adaptation là-bas, mais il y a aussi la réadaptation quand on revient. Et oui, c'est 18 ans, c'est vrai que là, tu vois, je m'en rends compte. Et même, quand je suis allée à une soirée de networking, tu vois, je disais même, oh là là, cette façon de tu vois, elle est intéressante, mais il faut que je connaisse les codes, tu vois, que j'ai pas encore. Ouais. Et je les comprends. Et puis en même temps, j'étais tellement habituée à faire d'une autre façon en Chine que maintenant, je me retrouve un petit peu comme une jeunette qui arrive, qui sait pas du tout ce qu'il faut qu'elle fasse, comment on fait, sans connaissance des codes. Donc c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'avec. Comment tu faisais là-bas? Bah là-bas, comment tu veux que je te dise, je sais même pas comment je faisais. Je le faisais, quoi. Je me rends même pas compte comment je le faisais. Pour moi, c'était. Il y avait pas de réflexion. Pour moi, c'était bizarre avec la Chine. Je peux pas t'expliquer ça. Ça a toujours été une évidence, en fait. Je me suis jamais rendu compte que, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu dis que finalement, tu n'as plus les codes, ou peut-être, finalement, tu les as jamais eus, les codes je crois. entrepreneuriaux, etc., puisque t'es partie, t'avais 20 ans. Donc là, tu découvres des codes, entre guillemets, business. Mais en fait, là-bas, c'est quoi les codes? Tu vois, comment on fait pour rencontrer les gens, pour créer justement cette relation qui va amener peut-être à un moment donné à une relation commerciale? Oui, alors voilà. Alors, tu vois, par exemple, hier, justement, j'en discutais. Je dis que c'était très intéressant parce que, en fait, si tu veux, j'ai trouvé ça, je me plaignais parce que je dis, mais qu'est-ce que c'est long et fastidieux, en fait, c'est networking parce qu'il faut que tu en fasses plein, faut que les gens te voient, connaissent, que tu attends, qu'une petite graine peut-être vienne se planter. Bon,
Ça, c'est tout le principe du réseau, hein. Mais il faut le faire, il faut qu'on se voit, il faut qu'on te remarque, donc il faut que t'en fasses 2, 3. Alors, c'est vrai que, tu sais, quand t'as pas le temps, c'est un petit peu chronophage, c'est fastidieux. Ouais. Bon, après, ça, c'est beaucoup les codes parisiens aussi, hein. Oui, Ouais. voilà. Après, voilà, mais c'est très bien aussi. Je trouve ça très intéressant et voilà, je trouve ça aussi passionnant en soi parce que tu vois donc il y avait plein de monde. Moi, je connaissais pas trop de gens, donc oui, c'est une soirée networking. Tu peux aller directement voir quelqu'un et il sera pas choqué que tu lui parles puisque c'est une soirée networking. En même temps, tu sais pas sur qui tu tombes parce que si on t'a pas été introduite précédemment, bah tu vas un petit peu au hasard et tu tombes Ouais. sur. T'espères que c'est une chance, c'est peut-être pas la personne que tu voulais voir, et puis en même temps, tu peux pas dire, bon, bah, je te file ma carte, on se contacte et tu passes à quelqu'un d'autre. Il faut quand même prendre le temps de parler, de discuter, de se présenter. Et en Chine, après, je veux pas être non plus, j'aime pas aussi culturaliser, quoi, enfermer les gens dans une façon de Non, mais faire. là, on va dire, c'est ton expérience que tu partages. Voilà, c'est dans la plupart des choses. Et c'est vrai qu'en Chine, ce que j'aime bien, c'est ce concept de guanxi, de relation. En fait, qui est assez intéressant parce que, en fait, ça va être une personne dans ton réseau. Donc, il faut aussi que ce réseau, tu le construises et que ça met aussi beaucoup de temps et de la patience. Donc, tu vois, là, ça se rejoint aussi avec la France. Ou peut-être que moi, je suis pas assez patiente. Mais en fait, cette personne, une fois que tu vas la voir dans ton système de relation, en fait, c'est cette personne qui se porte garante pour toi d'une présentation et une personne dont tu as besoin. Donc, en fait, dans son réseau, il y aura toujours, en fonction de ton besoin, qui connaîtra par elle dans son réseau, qui aura cette personne qu'elle connaîtra et avec laquelle elle peut te mettre en contact direct. Et en fait, si tu veux, c'est elle qui porte, cette personne qui t'a mis en relation, qui porte toute la responsabilité, en fait, de cette mise en relation. Donc, en fait, elle est garante pour toi. Elle est garante, puis elle est engagée à ce que ça se passe le mieux possible. C'est un risque. C'est qu'en fait, si tu veux, elle s'engage. C'est comme, en fait, cette personne avec laquelle elle te met en contact, quand elle va te connaître, c'est comme si elle connaissait l'autre personne. Donc, en fait, tu passes toutes les barrières du machin, on se connaît, machin, c'est fini, tu l'as. Parce que c'est l'autre qui porte la responsabilité. Donc, c'est un poids énorme, mais en même temps, tu sais l'importance de cette mise en relation et aussi, tu es dans un système de dépendance. Parce que tu sais que du coup, tu es quelque peu redevable à la voilà, que tu as un système, tu vois. Voilà, c'est un petit peu résumé, un petit peu peut-être grossier. Mais après tout, si tu es redevable envers cette personne, mais si tu apprécies cette personne, tu auras volontiers envie de lui renvoyer l'ascenseur, quoi. Oui, aussi, bien sûr. Et puis tu sais que c'est un système, si tu veux, tout est entré. On n'est pas dans, tout est implicite en fait. En fait, quand tu fais partie de ce système, tu le sais sans le savoir. À partir du moment où tu demandes à la personne de t'introduire auprès de quelqu'un, implicitement, tu sais un contrat, quoi. Mais oui, voilà, exactement. Et si on crée un nouveau style de réseautage? Bah ça, j'adorerais celui-là. Mais après, tu vois, tu vois, je me contredis moi-même parce que, tu vois, ce réseau, quand je suis restée 18 ans en Chine, j'ai mis 18 ans à construire ce réseau aussi. Donc, j'ai mis bah oui. sur place. Ouais, mais je pense que c'est important aussi d'accepter que ça prend du temps. Enfin, on est dans quelque chose de pérenne et durable. Enfin, c'est de ça dont on parle tout à l'heure. Donc, voilà, donc peut-être que nos soirées networking où ça prend du temps, tu vois ce que je veux dire, ou peut-être je souffre de patience en France en disant justement parce que je suis française, ça devrait aller plus vite et que finalement non. Donc tu vois, ça aussi, la façon dont je te parle, ça me remet aussi en question sur la façon dont je juge nos façons de faire aussi. Mais peut-être parce que je suis tellement habituée à une façon de faire et que j'ai du mal en fait à faire différemment. Donc là, tu vois, il faut que je me remette en question. Très intéressant. D'ailleurs, va falloir que je réfléchisse à ça un petit peu. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui fait que en fait c'est pas se déshabituer, mais aussi peut-être il y a une déshabitude et puis une envie de se dire on réapprend un petit peu. Et voilà, ce qui paraît un petit peu bizarre dans son propre pays de dire on est obligé de reprendre des choses, mais oui, comme tu disais, voilà, on part à 20 ans, on revient à 38, non, on revient à quel âge? Je sais même plus. Non, je suis venue beaucoup plus tard. Mais 20 plus 18, c'est ça? Ouais, non, parce que ça a été, tu vois, espacé. C'était les années d'études, les 2 ans au Tibet. Oui, les 18 ans, c'est après 2004. Et c'est un petit peu, mais c'est toujours, voilà, tu vois, j'ai pas. Mais voilà. Mais là, ça fait 5 ans du coup que nous n'y sommes pas retournés, donc.
Il ira en juin, normalement. Donc ça va être des... Et ton enfant est né là-bas? Il est né là-bas. Ouais. C'est un garçon, une fille, mais... Un garçon. C'est un garçon. Et ouais, il est né là-bas. Il est né là-bas. C'est un petit gars de Chengdu, du Sichuan. Et voilà. Donc là, on va retourner après 5 ans. Donc c'est oui, c'est prévu là, vous y allez? Ouais, en juin, ouais. Oh, super. Ouais, ça risque va être un grand moment. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Bon, voilà, je trouve que l'idée, c'est aussi, et puis surtout, en ce moment, on a beaucoup de difficultés parce que je sais que la Chine aussi, c'est assez complexe. Elle souffre d'une image, tu vois, à la fois, elle peut être complètement, elle émerveille ou elle fascine, tu vois, la fascination de tout ce qu'elle peut avoir de bon et de mauvais. Et puis d'un autre côté, elle peut aussi réveiller les sentiments les plus extrêmes, tu vois, de rejet, et on a du mal et justement, elle souffre de beaucoup de ces préjugés, de stéréotypes, et on perd beaucoup de temps justement à d'essayer de conscientiser tout ça et puis de comprendre, tu vois, d'ouvrir les gens à peut-être pas une autre Chine, mais une façon de la voir peut-être différemment, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quoi, du coup, on a plus de travail parce que là, on entre dans des grosses peurs. Et donc voilà, voilà, mais c'est pas simple, hein, mais voilà, c'est intéressant, c'est passionnant. Et puis quand t'as des rencontres comme celles qui se sont passées, qui arrivent, ça c'est c'est fabuleux. Ouais, ça c'est fabuleux, ouais. C'est fabuleux, c'est juste génial parce que les gens nous disaient, mais on va aller là-bas, on veut savoir comment ils font, leur méthode aussi artisanale, comment ils font aussi la laine, avec la laine, comment ils la tissent. Il y a eu plein de choses, plein d'envies qui sont nées, et justement cette curiosité qui est née. Ça, c'est fou. C'est beau. T'as gardé le lien avec des entrepreneurs sociaux? Ah bah oui, bien sûr. Bah bien sûr. J'ai 18 ans, on est. Bah oui. Là, c'est justement le temps des relations. Donc ça, c'est quelque chose qui. Et puis on a une relation à la distance, ou tu vois, qui est aussi différente en fait. C'est qu'une fois qu'on a une espèce de relation, elle est là en fait. Elle est pas. Elle existe. Elle est inébranlable. Voilà, elle existe, elle est là. Donc non, bah complètement, ouais, complètement. Enfin, je veux dire, c'est tellement important. Tu sais, je pense que le besoin le plus exprimé, et encore plus post-Covid, c'est vraiment ce lien. Ouais. Et donc, je trouve que, enfin, c'est tellement riche ce que tu nous partages. C'est tellement riche cette expérience et cette expertise du lien que tu as. Ouais. Et donc là, oui, enfin, tu dis, on parle de la France et de la Chine, mais finalement, c'est dans notre quotidien, en fait. De tout. Dans notre quotidien. Et réapprendre ce lien. C'est-à-dire pas s'enfermer dans ton huître et puis penser qu'en fermant bien l'huître, ta petite perle, elle va être préservée, quoi. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui sera avide et qui te pètera la coquille et qui te piquera la perle. Ce que je veux dire, c'est que c'est s'ouvrir justement et être prête à dire, tu vois, à partager cette perle, et puis peut-être que, bah, je sais pas, elle change de couleur ou elle prenne une autre forme, peu importe. Mais c'est garder. Elle en accueille une autre. Et voilà, mais ce que j'adore, c'est toujours, j'en parle aussi, j'aime bien ce mot, ce qui me guide, c'est tout ce qui est ce dont Rabelais parle, la substantifique moelle. Pour moi, c'est ça l'essentiel, en fait. Ouais. Après, la forme, la façon, mais garder cette espèce d'envie de rencontre à l'autre, et puis voilà, et puis de pas avoir peur, et puis de dire que de toute façon, c'est pour ça, par rapport à l'altruisme, après, c'est un grand mot, mais je pense que, tu vois, de faire beau, hormis le fait que la France, la Chine et tout, c'est nous cette envie de voir que de donner, de permettre aux gens de communiquer, parce que en communiquant, en se disant les choses, et je pense que ça, en fait, c'est dans tout. Oui. C'est pas que c'est dans la relation à l'autre, qu'elle soit amicale, en amour. Dans la façon, dans nos interactions quotidiennes, dans le business, dans la façon. Et puis c'est le lien à soi aussi. Le lien à soi, c'est aussi une façon de se connaître déjà soi-même, mais de voir aussi que finalement c'est le nerf de la guerre, la façon dont sont exprimées les choses, notre capacité à les dire et nos peurs, et justement de permettre de voir que les gens en fait ne se rencontrent pas parce que
parce que ils se sont mal compris, quoi, sans se connaître. Tu comprends? Et c'est ça notre but, où on fait nos valeurs et notre mission, c'est vraiment le but de dire, mais en fait, c'est bête que vous passiez l'un à côté de l'autre. Ouais. Et vous auriez tellement... Oui, parce que tu loupes le potentiel. Voilà, et même de ta propre découverte. Tout à fait, oui. Ouais. Et justement, de créer quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vois? Et de pas dire, je perds ce que j'ai, qui est quand même, il faut pas que ça se bouge. Et en fait, de t'ouvrir, de dire, mais non, en fait, tu perds pas, tu gagnes. Mais ça prend une autre, ça différente. Et ce qu'on se dit, on s'est dit, mais ce sont des cultures, des mondes tellement formidables, tellement riches. Et de dire, de pouvoir, justement, utiliser, tu vois, cette langue commune pour nous qui est tu vois, un intérêt, une passion commune, un même business, peu importe. Et c'est ça la langue, c'est ton intérêt commun que t'as. Et de dire que, ok, on est justement en utilisant nos deux cultures desquelles on provient différents, comment justement faire que cette passion, il peut, cet intérêt puisse en bénéficier, enrichir, tu vois, et trouver une nouvelle chose. Et c'est ça, en fait, dans le sens. C'est par rapport aussi à l'autre, à qui on est, à tout ce qui est la rencontre. Bon, tu sais, j'ai une de mes expertises, c'est vraiment d'aller toucher le grand pourquoi. Ouais. C'est un peu ça pour moi, le fil rouge. Et ça pourrait être le lien pour toi. Parce que d'autant plus que tout à l'heure, tu vois, tu disais que tu avais besoin que tu étais encore en phase de digestion, que c'était, voilà, le retour en France et que tu t'es un peu confronté aussi aux préjugés que tu as toi. Et en fait, ce qui me vient, c'est comme si, effectivement, dans le fait de servir ce pourquoi du lien, il y aurait besoin de recréer ce lien avec la France et surtout avec ton identité en tant que Française. Après, tu vois, j'ai envie de dire, moi, je sais pas, je me sens, je sens pas ce besoin d'avoir des racines, un attachement, une identité. Tu comprends? Ce que je veux dire. T'en as plein, enfin, t'as plein d'identités. Tu l'enfermes dans ton savoir-être, en fait. Si tu veux ce lien, c'est cette rencontre, parce que si tu sais que tu passes par l'autre pour te connaître toi-même, et que c'est, en fait, c'est le chemin vers, tu vois, une connaissance de toi-même aussi, fait que tu connais encore mieux les autres aussi. Donc, tu vois, c'est un cercle vertueux, et qui fait que finalement, pas d'enfermer dans des identités, parce que comme tu dis, elles sont multiples. Moi, je me sens très cosmopolite, pas au sens où je suis attachée à rien, personne, mais je suis attachée plus peut-être à des valeurs, à des, tu vois, des choses comme ça. C'est ça peut-être mon identité. Après, je pense que peu importe, j'ai envie de dire, d'où tu viens, ou ce que tu viens, ou ça, je me sens pas, tu vois, figée dans quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller justement au-delà de ça, et oui, ce pourquoi, de voir, de comprendre qu'en fait, ce lien, cette rencontre, c'est ce qui te permet en fait de pouvoir aller à la rencontre de toi-même et à la rencontre des autres. Tout à fait. Et de vivre en bonne. Il y avait un philosophe qui dit, comment il s'appelle? C'est Appia. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui parle aussi beaucoup, qui parle de la notion de cosmopolitisme, et qui disait à la fin, en fait, voilà, qui parle beaucoup de la rencontre, de tout ce qu'elle peut faire naître, voilà, et qui disait que en fait on n'avait pas à être d'accord les uns avec les autres, mais la seule chose sur laquelle il fallait qu'on s'entende, c'est que sur le fait de vivre ensemble. Tu vois? Et c'est ça, moi, c'est ça, le vivre ensemble qui m'intéresse. Et je pense que pour le vivre ensemble, il faut déjà bien communiquer et bien se connaître. Oui, tout à fait. Mais puis c'est vivre avec soi. Enfin, c'est vivre avec soi, vivre avec l'ensemble de toutes nos facettes, de toutes nos polarités. Et
Et donc, voilà, c'est Un pas, lit tu vois, c'est bien pas avec toi, forcément. tu vis bien avec les autres, hein, c'est tout ça. Bah, Et toi, tu exactement. passes par l'autre pour te connaître toi-même. Donc, tu vois, tout est lié. Exactement. C'est le lien. C'est le lit. Encore. Bah, tu vois, ouais, c'est vrai là, celui-là. C'est vraiment, il y a un peu par contre. Ouais, le lien. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter juste pour que cette conversation te semble complète? Qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'ajouter avant de passer aux dernières questions? Bah, en fait, il y a jamais rien de complet, hein, dans la vie, hein. C'est ça. Ce qui est beau, c'est que tout est Surtout, gardons ça incomplet. Et oui, gardons ça incomplet parce que ce sont des, tu vois, il y a tellement d'autres choses, il y a tellement de choses. C'est bien de garder des petites, tu vois, des petites aspérités, des petites incomplétudes qui fait que, je sais pas si c'est français d'ailleurs, mais voilà, qui fait que ça donne envie, bah, de cogiter, de réfléchir. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que ce que j'aime bien, c'est susciter, en fait, tu vois, je suis tout le temps en réflexion, en fait. Je me pose toujours des questions, je ne sais rien et je m'interroge. Donc, tu vois, je me dis, ah, j'aurais pas dû dire, mais j'ai pas de recette, j'ai pas de méthode, je sais pas, je peux pas de faire mon expérience une leçon, tu vois. Je peux juste être. Et puis, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Peut-être dans 6 mois, tu te diras autre chose, mais peu importe, c'est dans l'instant Je dirais présent. différemment, mais voilà, parce que je grandis, parce que oui, j'apprends, je lis, je m'interroge. C'est pas c'est juste le rendu là maintenant de ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui et que toutes mes expériences ont fait de moi et que j'essaye maladroitement de le transmettre. Mais en fait, moi, je préfère l'incomplet et tu vois. Donc non, il y a encore des milliards de choses que je pourrais dire, mais bon, on est limité aussi dans le temps. Tout à Mais fait. c'est génial de pouvoir, tu vois, parler de tout ça et puis un petit peu de survoler. Alors oui, c'est superficiel parce qu'on n'a pas vraiment le temps mais c'est plein de choses importantes qui donnent justement des envies de réfléchir, quoi, tu vois? Et de créer le lien. Ouais, voilà. Et plateau. Merci beaucoup, Carole, pour Merci à tout ce toi. que tu nous as partagé dans cet épisode. Mes 2 dernières questions. Donc évidemment, dans la description de cet épisode, vous retrouvez la façon de créer le lien avec Carole et avec le monde de Beau. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? C'est-à-dire? Bah, enfin voilà, le podcast. Puis si tu peux me dire personne, hein, j'ai pas d'idée, tout ça, c'est pas une question obligatoire, mais Non, dis-moi. bah, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a, comme on est dans le podcast vérité, est-ce qu'il y aurait une ou un entrepreneur ou dirigeant ou je sais pas, ici ou là-bas, quelqu'un que tu aimerais entendre dans sa vérité? Oh là là, mais alors là, tu me prends de court, c'est pour ça. Ben non, j'ai pas réfléchi à ça. Ben, en plus, il y en aurait beaucoup, je pense. J'ai pas un ou une ou un particulier là en tête. Là, tu me prends de court, du coup. Va falloir que je Oui. réfléchisse qu'on passe à un autre podcast, du coup. Non, mais tu pourras me dire Non, après, je te dis, ça il faut m'intéresse. que je réfléchisse. Oui, justement, Ouais, c'est intéressant, ouais. ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je te connais, c'est grâce à cette question Ouais. Et justement, que j'avais posée à Chloé, pas eu. voilà, c'est pour ça, bah, tu vois, Chloé, je peux pas dire que j'aimerais parce que je l'ai déjà entendue Ah ouais. super. Donc, c'est déjà une entrepreneuse, moi, voilà, que j'admire et grâce à laquelle, justement, j'ai pu te rencontrer. Donc, mais je pouvais pas répondre à cette question parce que je l'ai déjà entendue. Et après, je pourrais encore l'entendre, si tu veux. Mais non, Mais tu me diras si tu as des idées. Et puis pour terminer, avec quoi tu repars de cette conversation, Carole? Bah, avec des questions. Avec des questions incomplètes. Ah, mais des questions, le but, c'est aussi, tu sais, c'est pas tant, c'est de tendre vers la réponse. Mais voilà, c'est pas la finalité de la question, c'est pas forcément d'avoir une réponse. Après, c'est de faire le chemin qui va permettre de répondre à ta question. Donc, Ouais. Les questions, je les vois comme des portes. C'est comme des portes que tu ouvres. plein de portes et puis plein de questions et puis justement voilà, des questions. Ouais, c'est déjà bien, je trouve. Matière Ouais. à réflexion. Carrément. Et puis, si tu en as envie, on pourra poursuivre aussi la conversation parce que moi, j'aimerais beaucoup connaître ces portes que tu ouvres dans notre conversation. Alors, je les entrouvre là pour l'instant. Quand je les aurai ouvertes, je t'en dirai plus là pour Oui, l'instant. mais entrouvrir, déjà, c'est... Ouais. Déjà, voir la porte. Ça t'accroche pas mal, hein.
Ouais, ça commence ça, pas c'est mal. Ouais. Mais un c'est super. Et grand... puis, ce qui est bien avec tes podcasts, je voulais te remercier aussi parce qu'on a aussi, justement, on peut, ne sommes que dans le podcast, mais aussi dans d'autres podcasts aussi. Ça aussi, ça fait réfléchir. Voilà, ça suscite la réflexion. On écoute les questionnements justement de d'autres entrepreneurs. Et puis, c'est intéressant aussi de pouvoir tu vois, voir différents miroirs et puis voir comment les gens vivent leur propre parcours et expérience. Je trouve ça vraiment enrichissant et puis ça fait du bien aussi. Et puis ça nourrit le lien, même quand tu connais pas les personnes. Et d'ailleurs, Ben, on est tous, oui, il y a du lien entre les invités du bien podcast. sûr. Tu choisis pas au hasard. Je choisis pas au hasard. Et alors, je sais pas où ça en sera quand l'épisode sera diffusé, mais il y a des projets de vous faire rencontrer dans la vraie vie. Ouais. Pour ceux qui veulent, en tout cas. Donc voilà. Un grand merci, Carole. Plein de bonnes ondes et tout notre soutien pour le monde de Beau. Et puis pour toi. Et puis, on t'embrasse très fort et à bientôt. Moi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.